Je vais vous présenter en quelques mots pour notre auditoire, même si je pense que beaucoup ici vous connaissent et pour cause. Vous êtes physicien, vous êtes docteur en philosophie des sciences, vous dirigez au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, et vous enseignez à Centrale, à l'école centrale. Vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages destinés qui aux plus jeunes, qui aux plus grands, parfois il s'agit des mêmes. J'en ai retenu 4. Pour les plus jeunes, je pense au Temps existe-t-il, aux éditions Le Pommier. Pour les plus grands, pour ne citer que celui-ci, Discours sur l'origine de l'univers, aux éditions Flammarion. Mais il y en a tant d'autres. Je rappelle au passage que vous êtes un spécialiste de la question du temps. On peut également vous écouter chaque samedi sur France Culture de 16h à 17h. Dans l'émission La Conversation scientifique, vous vous entretenez avec un autre scientifique ou avec un philosophe, un artiste, un historien, un géographe, un marcheur, un alpiniste. Vous êtes vous-même, je crois, un alpiniste émérite. Et puis vous vous entretenez aussi avec des écrivains. Sur des thèmes aussi différents que l'invisible a-t-il fait des progrès ? Peut-on voir le passé tel qu'il était quand il était présent ? Le temps existe-t-il ? Pour ne reprendre que les thèmes de vos dernières émissions. Vous venez de publier 2 ouvrages. Le plus récent est Matière à contredire, aux éditions de l'Observatoire. Un essai de philo-physique. On reviendra sur ce terme tout à l'heure. Donc aux éditions de l'Observatoire. Et puis un peu avant, donc, Sauvons le progrès. Dialogue avec Denis Lefay aux éditions de l'Aube, Sauvons le progrès, qui a donné le titre de notre rencontre de ce soir, ou de cette fin d'après-midi. Et c'est cet ouvrage, évidemment, qui va plus particulièrement nous occuper aujourd'hui, qui va nous permettre d'aborder avec vous cette question fameuse, piégée, peut-être, piégeante, du progrès. Ce n'est pas la première fois que vous vous exprimez sur ce thème. Déjà en mai 2014, mais il y avait peut-être d'autres occurrences. Lors de la soirée proposée par la chaîne web Impertinent, vous posiez la question suivante: quel avenir pour l'idée de progrès ? En 2016, vous signiez dans le journal La Croix un article intitulé « Réveiller l'idée de progrès ». Un an plus tard, en 2017, donc, vous publiez cet entretien avec Denis Lafay, « Sauvons le progrès », où vous revenez notamment sur 2 terminologies significatives, progrès et innovation. On reviendra sur ces 2 termes un peu plus loin. Et que vous renvoyez, pour ainsi dire, alors peut-être que ce n'est pas exactement ça, et vous le direz, dos à dos. Vous y portez l'analyse dans cet ouvrage, donc Sauvons le progrès, sur de nombreux terrains philosophiques, sociétal, scientifiques, économiques, historiques, etc., pour arriver à la conclusion que le progrès, l'idée de progrès, est depuis de nombreuses années mise à mal, que ce n'est pas une bonne chose qu'elle soit mise à mal, pour dire les choses simplement, au contraire de l'innovation qui aurait dans nos sociétés depuis un moment le vent en poupe. Donc, si on reprend le titre de l'ouvrage, il faudrait donc sauver le progrès. Avez-vous l'air de dire, Étienne Klein, en quoi est-il en danger ce progrès, ou en crise, pour reprendre le mot de Denis Lafay, qui a fait l'entretien avec vous ? Bon, merci pour cette présentation. Bonsoir à tous, merci d'être là. En fait, le titre m'a complètement échappé. Moi, j'ai jamais dit ou écrit ni pensé qu'il fallait sauver le progrès. Je dis simplement qu'on doit réfléchir à la façon dont ce mot, qui était un mot structurant de la modernité pendant 4 siècles, qu'on a autrefois écrit avec une lettre majuscule, s'interroger sur la vitesse avec laquelle il a disparu des discours publics, qui est une vitesse absolument fulgurante. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut sauver le progrès, je dis qu'il faut s'interroger sur ce phénomène. Et si on croit un peu au progrès, alors il faut soumettre cette idée à elle-même, c'est-à-dire la retravailler pour la faire progresser. Or, à cause d'une certaine forme de paresse intellectuelle, nous n'avons pas retravaillé l'idée de progrès, dont les bases qui avaient été posées par les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle ont été quand même très sérieusement malmenées par l'histoire, notamment au XXe siècle. Certaines naïvetés qu'ils avaient écrites, et qu'on ne peut pas leur reprocher, ont été démenties par les faits. Et donc il faut retravailler cette idée, plutôt que de la liquider en la remplaçant par un autre mot, le mot innovation,
qui semble être synonyme du mot Oui. progrès, mais quand Oui. on regarde les rhétoriques dans lesquelles on insérait le mot progrès et qu'on la compare avec la rhétorique dans laquelle on insère le mot innovation, on s'aperçoit très vite que le mot innovation, la rhétorique dans laquelle on le place, ne rend pas justice à l'idée de progrès. Alors, quelles sont mes compétences pour discuter de tout ça? À la vérité, elles sont nulles. Mais ce qui m'a intéressé dans la question, c'est deux choses. La première, c'est quand je me suis rendu compte que, à la fin, enfin, au début des années 2000, que pour mes étudiants, la phrase « on n'arrête pas le progrès » avait acquis un sens complètement différent du sens qu'elle avait pour ma génération. Il me semble, et je l'ai vérifié d'ailleurs auprès de camarades d'école, qu'à l'époque, quand on était étudiant, disons, la phrase « on n'arrête pas le progrès » était un discours moral. C'est-à-dire c'était une salutation enthousiaste adressée au futur. Et « on n'arrête pas le progrès », ça voulait dire « il serait moralement répréhensible de vouloir interrompre le progrès ». Alors que pour mes étudiants, on n'arrête pas le progrès, c'est simplement un discours empirique. C'est-à-dire, on n'arrête pas le progrès, ça veut dire personne ne sait où est la pédale de frein, personne ne sait où est le volant, et donc on est entraîné dans une histoire que personne ne décide, qui est essentiellement portée par l'évolution de la technologie. Et on n'arrête pas le progrès, ça veut dire qu'il est pratiquement impossible d'avoir une action déterminante sur le cours de l'histoire qui nous échappe. Et je me suis demandé comment se fait-il qu'en une génération, le sens d'une phrase comme celle-ci ait pu être, non pas inversé, mais modifié en profondeur, au point que c'est le signe qu'il s'est passé quelque chose. Et enfin, l'autre raison qui m'a porté à regarder ce sujet, c'est que à l'Académie des technologies, on a un slogan qui est « pour un projet choisi », j'ai oublié, pour un progrès choisi, partagé et pour un progrès choisi, raisonné et partagé. Et quand on entre à l'académie, on a un travail de bisu, on doit faire une étude pour entrer dans les ordres, si j'ose dire. Et cette étude, je l'ai faite avec Gérald Bronner, qui est un sociologue. Et avec lui, on a compté, grâce à des logiciels, l'occurrence du mot progrès dans les discours publics. Et on a constaté ce que je vous ai dit, à savoir que le mot a disparu, mais complètement, en France, par exemple, mais c'est vrai dans d'autres pays européens, entre 2007 et 2012. Il a commencé à décliner à la fin du XXe siècle. Le mot innovation, qui n'existait pas, enfin qui n'était pas utilisé parce que c'est un vieux mot, mais il avait cessé d'être utilisé dans les années 80, et a réapparu dans les années 90, et puis il a fini par remplacer le mot progrès. Alors, pour que vous compreniez ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, je vais essayer de le faire de façon caricaturale et brève. Qu'est-ce qu'on appelle le progrès? Alors, il y a beaucoup de définitions. J'allais vous poser la question. Voilà. Il y a beaucoup de définitions. D'ailleurs, regardez dans le dictionnaire, et toutes les définitions ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Historiquement, le mot progrès est un mot qui est relatif au mouvement dans l'espace. Une armée progresse, ça veut dire elle avance dans l'espace. Et c'est Francis Bacon, un philosophe anglais du XVIIe siècle, qui s'est dit on pourrait aussi appliquer cette notion non pas seulement à l'espace, mais au temps. Et donc on peut progresser, c'est-à-dire avancer vers le meilleur au cours du temps. Et cette idée de progrès s'appuie d'abord sur le constat, ou le pari plutôt, que le négatif est relatif. C'est-à-dire ce qui ne va pas dans une société, dans un individu, dans une structure, dans n'importe quoi, n'est pas condamné à toujours aller mal. Le négatif n'est pas essentiel. Il est au contraire ce sur quoi on va pouvoir travailler pour sortir la chose en question de sa négativité. Donc le négatif est le ferment du meilleur. Croire cela, c'est croire au progrès. Et c'est aussi considérer que du coup, le temps qui passe est complice de notre liberté et de notre volonté. Et donc, croire au progrès, c'est forger une certaine idée du futur, la dessiner, la représenter, la configurer. Et il faut que cette image du futur soit crédible. Autrement dit, le progrès, ce n'est pas la même chose que l'utopie, c'est même le contraire. Et il faut qu'elle soit attractive. Et si cette idée crédible et attractive est bien présentée,
alors nous sommes invités à faire l'effort nécessaire pour faire advenir ce nouvel état qui n'existe pas encore et qui met l'état présent en crise. Autrement dit, dès qu'on croit au progrès, on met la société en crise, puisqu'on l'invite à se comparer à ce qu'elle n'est pas encore. Et donc nous sommes invités à voir ses défauts, et plutôt que de les critiquer de façon permanente en disant qu'ils sont définitifs, de les travailler pour les changer en leur meilleur. Et Kant résume ça très bien dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et il dit tout simplement « Croire au progrès, c'est une idée à la fois doublement consolante et sacrificielle. Elle est consolante parce qu'elle nous permet de tolérer les malheurs du présent au motif que nos enfants ne les connaîtront pas ou les connaîtront moins. Et elle est consolante, ajoute-t-il, parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. » Voilà. Ça veut dire que c'est une idée sacrificielle, puisque le progrès n'est pas automatique. Et donc, pour que la nouvelle société, la nouvelle entreprise, la nouvelle structure advienne, il faut travailler dans le présent à la faire advenir dans le futur. Pour résumer tout cela, on pourrait dire que croire au progrès, c'est refuser la bohème, c'est-à-dire c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et pour ce faire, il faut une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire il faut avoir la capacité d'envisager le futur d'une façon qui permette d'asseoir des scénarios crédibles et attractifs. Et si nous avons abandonné l'idée de progrès, c'est certainement pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir, mais surtout, à mon avis, parce que nous n'avons plus de philosophie de l'histoire. Et du coup, le futur est laissé en jachère intellectuelle, il est en panne de libido, et du coup, on n'arrive pas à s'y projeter de façon crédible et attractive. Quand la façon de s'y projeter est attractive, c'est pas crédible, et quand c'est crédible, c'est pas attractif. Donc, l'idée de progrès n'a plus d'assise sur laquelle on puisse lui donner une forme qui fasse sens pour tout le monde. Et justement, parce que vous le dites un peu dans le livre, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on se reporte au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, par exemple, ou même un peu plus tard, on a tous en tête les représentations assez idylliques. Si c'est pas l'an 2000, c'est du futur. Donc il y avait ces représentations-là qui étaient très présentes en Occident, en France. Enfin bon, quand on voit la situation à la fin du XXe siècle, pour prendre également des représentations populaires, si l'on prend des longs métrages comme Terminator, par exemple, de James Cameron, ou Matrix, des Wachowski, on voit que les choses se sont complètement inversées, c'est-à-dire que le futur est devenu désastreux, le positivisme ou l'aspect positif du futur est complètement inversé, il y a une menace des machines, il y a une menace de la science. Qu'est-ce qui s'est produit entre les deux? Hiroshima? Vous avez raison, mais en fait, l'idée de progrès, elle a toujours été critiquée. Hein. Il y a eu les romantiques au XIXe siècle. Souvenez-vous de Baudelaire qui disait le progrès, c'est le paganisme des imbéciles. Bon, quand même. Donc il y a le moment romantique, il y a la bohème. La bohème au XIXe siècle, c'est on ne va pas se sacrifier pour les générations futures. La vie, c'est ici et maintenant. On va jouer de la flûte dans la rue. C'est ça qui donne sens à nos vies. Et les générations futures se débrouilleront. Donc le refus de se sacrifier a été aussi un argument qu'on a opposé au progrès. Et d'ailleurs, est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui ce pourquoi nous serions prêts à nous sacrifier? C'est peut-être ça aussi qui manque. Bon. Et du coup, le progrès a incité à l'innovation technique, qui elle-même fabrique de nouveaux dangers. Mais les dangers induits par cette avancée prennent sens aux motifs qui sont au service d'un projet. Et on les accepte au motif qu'on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Et au motif du présent aussi, plus que le progrès qui serait plus dans oui. Mais disons que les dangers qui étaient énormes étaient acceptés au motif qu'ils étaient le prix à payer pour faire advenir ce nouveau monde. Quand il y a eu le premier accident de chemin de fer en France, en 1848 à Meudon, la ligne Paris-Meudon, un train avec 52 passagers à bord, ils sont tous morts carbonisés. Le train à l'époque n'allait pas très vite, à peine plus vite qu'un cheval. Donc l'intérêt par rapport au cheval était pas du tout évident. Il y a eu un débat dans la presse
Et Lamartine a stoppé les débats en montant à la tribune de la Chambre des députés et en disant, à l'issue d'un long discours que je vous épargne mais que vous pouvez trouver sur Internet, les dernières phrases, c'est plaignons-les, pardon, je suis fatigué, plaignons-les, il parle des victimes, plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons. Ce n'est pas un accident qui va entraver la marche de l'histoire. Et regardez le nombre de gens au XXe siècle qui ont accepté de se sacrifier, à tous les sens du terme, au nom d'une certaine idéologie de l'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde, entre les deux, etc. Et ces sacrifices avaient un sens, au sens où ils promettaient un avènement d'un projet auquel on adhérait, auquel on accordait un crédit et une valeur tout à fait essentielle. Moi, je fais partie d'une génération pour qui c'est l'an 2000 qui a été proposé comme horizon symbolique. Toutes les semaines, quand j'étais adolescent, on nous donnait des magazines qui racontaient aux adolescents que nous étions comment serait l'an 2000, comment on voyagerait, comment on se nourrirait, comment on travaillerait, etc. C'était décidé, c'était représenté à tous les sens du terme, c'était mis dans notre présent et c'était représenté au sens de dessiner. Donc on voyait l'an 2000. Évidemment, beaucoup de ces projets étaient faux, mais pas tous. Et ces représentations nous permettaient de tracer une trajectoire individuelle qui nous permettait de voir comment nous allions individuellement atterrir dans ce paysage qui nous était présenté. Moi, j'ai peu d'étudiants qui ont hâte de l'avenir. J'ai peu d'étudiants qui ont envie d'être en 2050. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé qui est peut-être un facteur purement numérologique. Parce que l'an 2000 était un objet de fantasme par le fait que c'était un changement de décennie, de siècle, de millénaire, un contron. Il y avait toutes sortes de légendes associées à lui. Et une fois qu'on l'a passé, il devient très difficile de fabriquer un nouvel horizon. 2020, 2050, 2100, voilà. C'est un peu comme quand vous êtes en montagne, vous atteignez le sommet, ça a été l'objet d'une tension énorme, puis une fois que vous l'avez atteint, vous redescendez, et redescendre, c'est finalement s'éloigner de son projet. Et avant de fabriquer un nouveau projet, d'envisager un nouveau sommet, il va se passer du temps. Et il me semble qu'on est dans cette phase de décroissance libidinale, où on a l'impression qu'une sorte de déclin nous éloigne de notre période la plus fastueuse, et nous entraîne vers une décadence. Mais plus que la numérologie, vous le disiez tout à l'heure, enfin à l'instant, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le XXe siècle a été marqué, lacéré par des conflits importants. Il y a eu la guerre du Vietnam aussi, Hiroshima aussi. Est-ce que cette perte de foi dans le futur ne s'explique pas déjà par ces à-coups, et puis aussi par la conscience que l'homme a eue de la propre possibilité de mettre la fin à lui-même, c'est-à-dire fin à son monde, la capacité d'être finalement un apprenti sorcier dont le progrès, ou technologique en tous les cas, pourrait lui échapper. Alors vous avez raison, Hiroshima et Nagasaki, c'est deux événements qui ont coupé l'histoire en deux, comme dirait Nietzsche. Il y a eu l'avant, l'après, et on ne peut plus parler de la science après comme on en parlait avant. Sauf que cet événement n'a nullement freiné la marche des sciences. Au contraire, c'est cet événement qui a convaincu les gouvernements que les physiciens n'étaient pas des types qui faisaient des expériences de faible portée dans leur laboratoire. C'est des gens qui avaient compris 2-3 bricoles sur le monde, sur les forces, notamment nucléaires, et que ces gens-là devaient être encadrés. Et c'est là qu'on a créé un peu partout dans le monde des organismes chargés de développer l'énergie nucléaire. Et donc la bombe atomique, Hiroshima et Nagasaki, ça ne marque pas du tout un coup d'arrêt, mais au contraire le développement, le commencement d'un développement qui ne s'est pas arrêté. Et donc on est comme ça dans une situation qui fait que nous avons tous un rapport ambivalent vis-à-vis de la science. Cette ambivalence, ce n'est pas le fait qu'il y aurait une sorte de guerre civile dans la société qui opposerait ceux qui sont pour la science à ceux qui sont contre la science. C'est beaucoup plus compliqué. L'ambivalence en question, elle traverse chacun d'entre nous. Chacun se pose des questions. Parce qu'on a aussi compris une chose que Einstein avait d'ailleurs très bien énoncée dans une conférence qu'il a donnée en 1939 à Princeton, au laboratoire de
théologie de l'université, sur la responsabilité des scientifiques. Et Einstein conclut en disant « Il n'existe pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est, et la connaissance de ce qui est, c'est la science qui nous la donne, à la connaissance de ce qui doit être. » Autrement dit, la science nous dit ce qu'on peut faire, elle ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Okay, elle nous dit comment faire des armes atomiques, par exemple, elle ne nous dit pas si on doit les faire. Et quand vous croyez au progrès, en gros, vous cherchez des voies d'augmentation de votre puissance, et finalement, tout ce que la science vous permet de faire, vous allez au moins l'essayer pour voir ce que ça donne. Mais si vous ne croyez plus au progrès, vous êtes méfiant, et vous allez vous poser des questions, qu'est-ce que je fais pas. Ce qui fait que pour beaucoup de questions relatives aux technosciences, nous sommes en train de procrastiner, c'est-à-dire plutôt que de décider, comment décider? Le Parlement ne fait plus autorité, on met en compétition des valeurs beaucoup plus que des principes, chacun pose sur la table ses valeurs, mais les valeurs, par définition, sont moins universelles que les principes, parce que leur valeur dépend des évaluateurs. Et quand vous assistez à des débats, j'ai pu le faire à l'office parlementaire par exemple, des débats sur le nucléaire, les nanosciences, les cellules souches, les pesticides et tous les sujets que vous pouvez imaginer, ça ne converge jamais, puisque les uns vont mettre sur la table des valeurs économiques, d'autres des valeurs de santé, d'autres des valeurs philosophiques, d'autres, etc. Et il n'y a aucune raison pour que ces valeurs s'harmonisent. Et donc ce sont des sujets sur lesquels la décision est quelque chose qui est très problématique, puisque la démocratie représentative n'est plus respectée en ces domaines, et la démocratie, disons, participative n'a pas trouvé les moyens d'aboutir elle-même à des décisions. Alors justement, vous parlez de décision. Est-ce que, on est dans l'actualité, le plan présenté récemment par le président de la République, qui se fonde sur le rapport qu'a remis Cédric Villani, sur l'intelligence artificielle par exemple, pourrait aller dans le sens aller dans ce bon sens, ou en tout cas dans le sens d'une décision qui permettrait de faire avancer des choses ou... En tout cas, Cédric Villani, il a fait un travail absolument remarquable. Il a auditionné des centaines de personnes, et je ne sais pas comment il a fait d'ailleurs, d'un point de vue temporel. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, il est très fatigué, mais il a énormément travaillé. C'est un mathématicien, alors... Non, il a quand même un don et une puissance de travail qui est hors du commun, bien supérieure à celle de beaucoup de députés. Et il a montré qu'il se passe quelque chose. L'intelligence artificielle se développe. Alors, il faut se méfier, le mot intelligence n'a pas le même sens en anglais et en français. Et moi, je vois qu'en France, il y a beaucoup de débats qui laissent entendre que l'intelligence artificielle, qui est un mot, enfin une expression d'origine anglaise, transporte le mot intelligence dans le sens français du terme. Or, c'est pas du tout ça. L'intelligence au sens anglais du terme, c'est la gestion de connaissances, c'est l'acquisition de données, c'est le fait d'apprendre à partir d'elles des choses. C'est pas du tout l'intelligence au sens français du terme qui inclut la réflexivité, le fait de poser des questions, la capacité de fabriquer des concepts, de se coupler aux émotions pour être rationnel. Enfin, c'est pas une intelligence destinée à remplacer une autre intelligence. L'intelligence au sens français du terme, elle comprend par exemple le sens commun. Ou le bon sens, ce qui n'est pas du tout le cas de l'intelligence au sens anglais du terme. Donc je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de débats en France qui n'existent pas à l'étranger, parce que le mot français charrie avec lui beaucoup d'autres capacités que le mot anglais. Donc ça biaise un peu les discussions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a mis au point des algorithmes, des techniques, dont les performances sont beaucoup plus grandes que celles qui étaient attendues. Par exemple, il y a des machines qui sont éduquées par ce qu'on appelle le deep learning, qui sont capables de faire des choses, d'auto-apprendre ce qu'on leur donne comme renseignement, pour faire des choses beaucoup mieux que des humains. Par exemple, jouer aux échecs, jouer au Go, vous connaissez ça, ou bien reconnaître des chats. Et si elles reconnaissent des chats, ces machines, c'est pas du tout parce que les algorithmes sont très puissants, mais parce qu'il y a beaucoup de chats sur Internet. Et les machines qui sont capables de reconnaître des chats ne sont pas capables de reconnaître des chiens, encore moins des vers de terre. Et donc elles ont une capacité très puissante, mais très sectorielle, très spécifique. Et le problème
et le rapport de Villani insiste là-dessus, c'est que ces machines sont des boîtes noires. C'est-à-dire, on ne sait pas comment elles arrivent à dire ceci est un chat ou bien ceci n'est pas un chat. Alors que vous, il suffit qu'on décrive le chat par quelques concepts, on vous en présente 3 ou 4, et si un 5e arrive, vous dites c'est un chat. La machine, non, il en faut des milliards et elle peut encore se tromper. Et nous ne savons pas dire ce par quoi la machine reconnaît un chat. Alors pour nous rassurer, on dit, mais il y aura toujours un humain pour prendre la décision finale, et même si une machine nous propose des décisions, c'est l'humain qui, in fine, fera le choix final. Ce qui est vrai pour l'instant. Mais vous voyez bien que exercer son esprit critique en tant qu'humain, vis-à-vis de décisions dont on ne sait pas comment la machine les a prises, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc là, il y a des questions énormes. Et on voit que ça nous met en tension. Parce qu'on pourrait dire, mais finalement, il y a des choses très séduisantes dans l'intelligence artificielle. On va pouvoir dispenser certaines personnes de tâches répétitives et les mettre à des tâches plus intéressantes, etc. Je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Mais en même temps, on pourrait dire, mais il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire avant de le faire. Mais en même temps, si on prend du retard, les autres qui ne prennent pas de retard vont nous ridiculiser. Et on sera esclavagisé par l'intelligence artificielle des autres. Et donc, c'est des problèmes politiques qui ont des déclinaisons jusque dans le domaine des robots, par exemple. Les robots, ils ne s'imposent pas à nous. Il y a des robots qui arrivent, mais l'usage qu'on en fait dépend de nous. C'est un sujet politique. Et donc, nous devons décider comment de l'usage que nous allons faire des robots et de la coévolution que nous aurons avec eux. Est-ce qu'on en met partout? Est-ce qu'on en met un peu? Comment on fait pour les personnes âgées? Le Japon, il a réglé le problème. Hein. Les Japonais ont beaucoup de personnes âgées seules et ils leur donnent des robots qui ont la forme d'une otarie. C'est un robot qui est assez célèbre qui s'appelle Parrot, qui s'adapte au comportement de la personne, qui réagit à ses sourires, qui s'auto-éduque de la confrontation qu'elle a avec elle et qui est disponible 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas d'un personnel soignant humain. Et donc, qu'est-ce qu'on accepte de déléguer? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas de déléguer? Et on voit bien que c'est un sujet important qui doit être discuté puisque c'est un sujet politique qui concerne la vie de la cité. Ce n'est pas simplement un sujet pour mathématiciens. Et vous voyez bien que la difficulté pour savoir ce qu'on doit faire vient du fait aussi que nous comprenons tous que nous sommes en train de faire l'histoire, au sens où ce qui se produit là est parfaitement inédit. Ça ne s'est jamais produit avant. Mais personne n'est capable de dire quelle histoire nous sommes en train de faire. Et donc on a du mal à extrapoler. Comment ça sera dans 10 ans, dans 15 ans? Alors vous avez des gens comme Kurzweil ou d'autres qui promettent la singularité. Les machines vont nous dépasser et être autonomes par rapport à nous en 2048. Donc ils prévoient... ils donnent à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption. Sauf que la rédemption dont ils parlent ne concerne pas du tout le genre humain. Elle concerne une toute petite partie du genre humain. Et donc là, il y a une trahison de l'idée de progrès telle que les Lumières l'avaient envisagée. D'autres, au contraire, prévoient l'apocalypse. C'était le cas de Hawking, ce astrophysicien que vous connaissez, qui est mort il y a quelques jours, qui pensait que l'intelligence artificielle, dont lui-même a beaucoup bénéficié, puisque il avait un synthétiseur vocal, etc. Mais il prédisait l'apocalypse. Et donc, on a des prophètes de malheur, des prophètes de salut. Comment on décide? C'est ça qui rend les choses compliquées. Et parce qu'il est difficile, pour toutes ces raisons, et peut-être beaucoup d'autres, de penser l'idée de progrès, de la réincarner, de la retravailler, de la réinvestir, on a, sans que personne ait pris la décision, vraiment, fait le choix de la liquider. On l'abandonne et on remplace cette notion par celle d'innovation qui devient un mot partout présent, dont il n'est nulle part défini. Il n'est nulle part défini. Et c'est ça qui me gêne. Moi, j'ai rien contre l'innovation, au contraire. Oui. Mais quand je regarde les discours, je tique. Pourquoi? Parce que nos discours sur l'innovation s'appuient sur l'idée d'un temps qui, au contraire du temps associé au progrès qui était constructeur, est un temps corrupteur. Lisez par exemple le texte de la Commission européenne
qui veut faire de l'Europe l'union de l'innovation. En 2020, c'est ça? Pour 2020, c'est l'horizon H2020, comme on l'appelle. Texte qui a été signé en 2010 en remplacement du traité de Lisbonne, qui voulait faire de l'Europe l'union de la connaissance. Lisez ce document, il est sur Internet, 50 pages, dans toutes les langues européennes. Le mot innovation y apparaît 307 fois, 52 pages, et il n'est nulle part défini. Mais en gros, ce qui est dit dès la première page, c'est que l'Europe est soumise à des défis. Compétitivité, raréfaction des ressources, problème d'énergie, changement climatique, vieillissement de la population, etc. Et l'Europe a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. Autrement dit, il ne s'agit pas de construire un monde qu'on a choisi à l'avance et configuré. Il s'agit d'empêcher l'écroulement du monde. Autrement dit, c'est un discours que je trouve mortifère parce qu'il s'appuie sur un temps corrupteur et non plus constructeur. Et donc, nos discours sur l'innovation ne rendent pas justice à l'idée de progrès. Et c'est ça qui m'a troublé. Du coup, avec un collègue qui s'appelle Vincent Bontemps, qui est philosophe, on a regardé l'histoire du mot innovation, qui est une histoire passionnante. Je vous le fais court parce que... Mais c'est passionnant à comprendre. Le mot innovatio, en bas latin, apparaît au XIVe siècle dans le vocabulaire du droit. C'est un mot juridique. Une innovatio, c'est ce qu'il faut ajouter à un contrat déjà signé entre des parties pour que, tenant compte d'un changement qui vient de se produire, le contrat demeure valide. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant. Un avenant, c'est-à-dire ce qu'il faut ajouter au contrat pour que rien ne change après que quelque chose a changé. Intéressant. Donc l'innovation est au service de la conservation. Ensuite, longue histoire, ça atteint la théologie, je passe. Machiavel, dans Le Prince, parle de l'innovation politique. Et il dit, un prince ne doit pas, lorsqu'il a atteint le pouvoir, quand il a obtenu le pouvoir, faire les mêmes choses que celles qu'il a faites pour acquérir le pouvoir. Quand il acquiert le pouvoir, en gros, il ne doit rien faire. Sauf si son pouvoir est menacé. Auquel cas, il devra innover politiquement, faire des changements, des réformes, etc. Autrement dit, là encore, on retrouve l'idée que l'innovation est au service du non-changement. Le prince doit innover pour que sa situation ne change pas. C'est quand même bizarre, ça. Et après, on a trouvé la clé. Le premier qui parle de l'innovation au sens de la technique et de la technologie, c'est celui que je citais tout à l'heure, Francis Bacon. Francis Bacon, inventeur de l'idée de progrès, auquel Kant va dédier la critique de la raison pure, justement parce qu'il a inventé le mot de progrès. Il écrit en 1625 un livre qui s'appelle « Essais et conseils civils et moraux », dans lequel il y a un chapitre qui s'intitule « L'innovation ». Un chapitre de 15 pages, absolument incroyable, qui a été traduit en français il n'y a pas très longtemps dans la collection Vrin, enfin chez Vrin. Vous pouvez le lire. Et franchement, si vous ne saviez pas qu'il a été écrit au XVIIe siècle, en lisant quelques-unes de ces pages, vous pourriez penser que ça a été écrit la semaine dernière. Autrement dit, Francis Bacon parle de l'innovation comme nous. Ou pour être plus cohérent avec le cours du temps, nous parlons de l'innovation comme lui. Or, son discours, comme le nôtre, s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur. Que dit Bacon? Que les forces du bien étaient maximales au départ, que les forces du mal sont continues. Si on ne fait rien, le bilan final, c'est que le mal va l'emporter. Parce que le temps dégrade les situations. Comment empêcher que le temps dégrade les situations? Par l'innovation technique. Et l'innovation technique ne doit pas être trop rapide, parce que si elle est trop rapide, les effets corrupteurs du temps... si elle est trop rapide, la population va rejeter l'innovation comme une étrangère, parce qu'elle s'est habituée à ce qui fonctionne à peu près bien.
Et si l'innovation est trop lente, ben les effets délétères du temps qui passe seront irrattrapables. Donc Bacon dit il faut innover au rythme du temps. Et ça, c'est un peu notre discours. C'est un peu notre discours. Et moi, je suis là, non pas pour dire qu'il faut sauver le progrès, mais qu'il faut trouver le moyen de faire progresser cette idée pour que les jeunes gens d'aujourd'hui aient l'envie de faire advenir un monde qui leur semble à la fois crédible et attractif. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile que par le passé. C'est beaucoup plus difficile par le passé parce que quand on fait un projet de société, disons, si on veut être crédible, il faut tenir compte de ce qu'on sait. Or, ce qu'on sait par la science sur le futur n'est pas très engageant. Vous avez vu le rapport qui a été signé par 15 000 scientifiques, qui a été publié par Le Monde il y a quelques mois, sur la biodiversité, sur le changement climatique, sur les ressources en eau, et sur les pollutions diverses. Et on voit bien que ça ne va pas. Et donc, il faut arriver à faire un projet crédible et attractif, tenant compte de ce que nous savons. Et ça va demander un gros travail intellectuel pour repenser l'idée de progrès afin de pouvoir la rendre de nouveau opératoire. Et moi, je pense que pour y arriver, ce n'est pas tellement la question de savoir quel nouveau livre de philosophie sur la question il faudrait écrire. C'est plutôt de faire une expérience de pensée. C'est-à-dire de lire les textes des pères fondateurs de l'idée de progrès, qui pour la plus grande partie d'entre eux étaient des Français. D'Alembert, Diderot, Condorcet, Descartes d'une certaine façon, et quelques autres, plus quelques étrangers. On relit ces gens et on les met dans une capsule temporelle qui les amène jusqu'à chez nous. Et on essaie d'imaginer quelle serait leur réaction devant telle ou telle situation qu'on leur présenterait. Et à partir de leur réaction qu'on imagine, on pourrait voir ce qui a failli dans le projet, ce qui a réussi dans le projet, et comment on pourrait faire l'équivalent dans leur travail en tenant compte des leçons que l'histoire qui s'est déroulée entre eux et nous a données. Alors, chacun d'entre nous peut imaginer des situations de cet ordre. Évidemment, on ne va pas leur montrer tous. On ne va pas les promener dans Paris ou dans Orléans comme ça, sans préparation. Je pense qu'ils deviendraient fous, ils ne comprendraient rien. Non, psychiquement, je pense qu'ils ne comprendraient pas. Enfin, mais petit à petit, on pourrait les mettre en face de situation et voir comment ils réagissent. Je peux vous donner des exemples. On pourrait les emmener dans une classe de terminale, suivre un cours de mathématiques, par exemple. Et là, je peux vous dire qu'ils seraient scotchés. Parce que d'abord, tous n'avaient pas pensé l'enseignement obligatoire. Ils verraient qu'il est obligatoire et qu'une grande partie des jeunes gens qui ont 17 ou 18 ans en France apprennent des mathématiques en classe de terminale qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Vous mettez Descartes devant une matrice, vous mettez Galilée ou Condorcet devant une équation différentielle, ça ne va pas bien. Donc ils vont voir que nos jeunes gens en savent plus qu'eux en mathématiques. Ils vont trouver ça extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire que les élèves de terminale sont plus forts en mathématiques que Descartes. Descartes, en géométrie, c'est quelqu'un. Mais ils savent des choses que Descartes ne savait pas. Et déjà ça, c'est énorme. Et ça pourrait les surprendre. Ensuite, vous les amenez, je ne sais pas moi, au CERN, à Genève, où on a découvert le boson de Higgs. Ils vont être stupéfaits. D'abord par les machines, ils ne vont rien comprendre. Et on va leur expliquer que grâce à cette découverte, on a compris que le lien entre matière et masse, tel que Aristote l'avait pensé et beaucoup d'autres, en fait, il est faux. Les particules ont une masse, non pas parce qu'elles portent une masse, mais parce qu'elles interagissent avec le vide qui n'est pas vide. Ils vont dire, bon, le vide existe, etc. Enfin, ils vont être fascinés. Fascinés, ça, ils ne l'avaient absolument pas imaginé. Et puis après, vous allez les promener dans Paris un soir d'hiver, et ils verront qu'au pied d'immeubles cossus, même quand il fait moins 10 la nuit, il y a des gens qui dorment par terre. Là, ils vont dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous allez sur la Lune et on dort par terre dans les rues? C'est quoi? Qu'est-ce qui a bugué? Et là, je pense qu'en imaginant ces situations, on peut voir où ça a réussi et où ça a raté. Et retravailler l'idée pour qu'à nouveau, on ait envie de changer les choses d'une façon qui nous semble désirable. Il y a des grandes naïvetés chez ces gens. Et en même temps, il y avait des pages magnifiques. D'Alembert, par exemple. D'Alembert écrit beaucoup de chapitres de l'encyclopédie, comme vous savez, notamment le chapitre sur les mathématiques, sur le métier de mathématicien même. C'est l'entrée géomètre, l'ancien mot pour dire mathématicien. Et il fait un peu de politique dans ce texte. Et il dit, voilà, si vous prenez une nation tyrannique, donc soumise à un tyran, et si dans cette société vous formez quelques géomètres, alors, par un effet quasiment mécanique, quelque temps plus tard, le peuple se sera libéré de son joug. Donc quelques matheux, et il y a un embrayage automatique qui amène la démocratie. Bon. Si vous emmeniez d'Alembert en Corée du Nord, où il y a d'excellents géomètres, mais pas beaucoup de démocratie, il verrait que ça ne marche pas. D'accord? Donc cet embrayage qu'on avait imaginé entre le progrès scientifique, le progrès technologique, le progrès matériel, le progrès moral, le progrès social, politique, etc., ça ne marche pas. Et donc il y a des choses à repenser, à retravailler, et c'est ça que nous devons faire, plutôt que de promouvoir l'innovation sans s'interroger sur ce que nous faisons en la faisant. Je vous propose de passer de votre côté. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment. Il nous reste encore un peu de temps. Donc. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, hein, n'ayez pas peur. Ça doit phosphorer en même temps tout ce qui a été dit. C'est la première qui est difficile, il n'y a qu'à passer à la seconde. Fabrice. On t'apporte un micro. Ah, pardon, merci. Ah oui, j'ai droit même au grand luxe. Je reviens un petit peu au début de votre intervention. Merci d'abord, évidemment. Je reviens un petit peu au début de votre intervention où vous parliez des scénarios crédibles et attractifs pour le futur et finalement un petit peu décrédibilisés finalement par notre époque, enfin par là où on en est, pour des raisons peut-être effectivement numérologiques, peut-être qu'est-ce que c'est qu'un début de troisième millénaire ou un début de nouveau siècle, etc. Bon, peu importe les raisons, elles sont d'ailleurs assez inexplicables, je crois. Enfin, ou en tout cas pas très rationnelles en tout cas à formuler. En même temps, il y a des projets absolument formidables. Il y a un futur télescope qui va partir en octobre 2018, si je me souviens bien, qui va essayer de voir un petit peu, qui va occulter les étoiles lointaines pour essayer de voir les exoplanètes. Il y a quand même ces missions sur Mars. Enfin, il y a plein de projets qui sont très enthousiasmants. Alors, comment se fait-il peut-être que ça fasse, pardon pour l'expression, peut-être un peu comme ça, un petit peu vulgaire, mais comment vous expliquez que ça fasse pas si mèche que ça dans la société? Ben, je me l'explique mal, mais en tout cas, on ne peut pas fabriquer de la cohésion sociale et un projet de société simplement à partir de projets scientifiques qui font rêver. Je pense que ça ne suffit pas. Évidemment, dans le domaine de la science, il y a des projets magnifiques. Vous en avez cité, on a un projet d'une machine de 100 km de circonférence pour succéder au LHC. On a la fusion nucléaire dont l'horizon temporel est de 2040 ou 2050 ou 2060. Et donc, on est capable de se projeter très loin quand on fait de la science. Les projets dont je parle sont des projets dont les feuilles de route s'étendent sur des décennies. Mais je pense que c'est le seul domaine où ça se passe comme ça. Autrement dit, il n'y a plus que les scientifiques, et encore une certaine partie d'entre eux, qui ont besoin de moyens très lourds,
qui sont capables de faire des projets à très long terme. Dans tout le reste de la société, c'est beaucoup plus du court terme qui s'impose. Et donc l'embrayage, là encore, entre le court terme et le long terme ne se produit pas. D'autre part, tout le monde a compris, je pense, que la science, la recherche, elle a des composantes qui sont capables de nous faire rêver. Mais d'ailleurs, pas autant qu'on pourrait l'espérer. Par exemple, moi j'ai été très déçu, et même traumatisé, par le fait que la découverte du boson de Higgs en 2012, ça n'a pas tenu les médias très longtemps. Et on n'a jamais eu l'occasion de vraiment expliquer ce qu'était cette particule. On l'a réduite à des clichés, à des paraphrases. Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui comprennent, qui ont compris de quoi il était question, parce qu'on n'a pas pris le temps, ou on n'a pas eu l'occasion de leur expliquer ce que c'était. Et dans le même temps, on n'a pas vu de manifestation de rue de gens réclamant qu'on leur explique le boson de Higgs. Ou les ondes gravitationnelles, par exemple. Et les ondes gravitationnelles, c'est pareil. Je pense que c'était une découverte absolument dingue, à la fois pour ce qu'elle permet d'entrevoir pour le futur une nouvelle astronomie, et en même temps parce qu'elles ont été découvertes, détectées un siècle exactement après qu'Einstein les ait prédites. Donc, comment on arrive à prédire des choses un siècle avant? C'est incroyable, ça. Et maintenant, ça nous entraîne plus autant qu'avant, si tant est que ça nous est déjà vraiment entraîné. D'ailleurs, si, ça nous a vraiment entraîné. Moi, j'ai fait une petite étude sur la façon dont l'éclipse de 1919, vous savez, Einstein prédit que la lumière est déviée par la matière, c'est sa nouvelle théorie qui permet de l'envisager. Il calcule la déviation de la lumière émise par une étoile fixe quand le Soleil est sur la trajectoire. Et un astronome anglais, en 1919, va dans l'hémisphère sud pour faire une mesure lors d'une éclipse totale du Soleil, mesure l'angle, c'est le bon. Ce résultat, en novembre 1919, il a fait la une de l'actualité dans le monde entier. Dans le monde entier. En Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis évidemment, en Europe, partout en Asie, Einstein est à la une des journaux et on dit tiens, il s'est passé un truc incroyable. La lumière qui n'a pas de masse subit quand même la gravitation. La lumière n'a pas de masse, mais elle a un poids. Donc déjà, ça a fasciné les gens. Aujourd'hui, ça le fait moins. Maintenant, je vous invite à réfléchir ceci. Cette science-là, elle est faite pour nous faire rêver. Elle pourrait le faire plus. Mais il y a aussi une partie de la science qui est précisément là pour nous empêcher de rêver. Par exemple, l'énergétique. Les lois de l'énergie, de l'énergétique, comment on transforme de l'énergie, comment on la fait passer d'un système où elle est à un autre système où elle n'est pas encore, ces lois-là, elles sont connues. Voilà, elles sont connues. Les forces fondamentales dans la nature, elles sont connues. Les dernières qui ont été découvertes en 1930. Les forces nucléaires. Depuis, on n'a pas trouvé de nouvelles forces. Alors qu'on a gagné des ordres de grandeur dans la taille des dimensions spatiales qu'on est capable d'explorer. D'autre part, si vous prenez l'exemple de la physique, depuis combien de temps il n'y a pas eu de révolution en physique? Depuis très longtemps. Les dernières grosses révolutions, c'est la relativité générale, 1915, la mécanique quantique, les années 20. À l'époque, on ne savait pas grand-chose de l'univers, on ne savait pas grand-chose de la matière. On a fait des milliards de découvertes par la suite. Aucune de ces découvertes n'a remis en cause les révolutions en question. Il y a eu des adaptations, évidemment, des perfectionnements, des colossales, mais les principes de ces théories sont restés nickel. Même renforcés par le fait que toutes ces nouvelles données qui auraient dû les provoquer, en fait, les ont renforcées. Donc, quand on parle d'énergie, à mon avis, l'attitude responsable consiste à dire on sait comment ça marche. Et donc, on ne peut pas faire de scénario qui violerait les lois que nous connaissons. Et là, quand on prend acte de ça, on se dit qu'on va vers des difficultés. Par exemple, on a compris que l'énergie se conserve. L'énergie se conserve, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas en produire. On ne peut pas produire d'énergie. Impossible. Il faut qu'il y en ait là, déjà là, et ensuite vous pouvez soit la transférer ailleurs, soit changer sa forme.
Vous avez je sais pas, de l'énergie thermique, vous en faites de l'énergie électrique, par exemple. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais vous ne pouvez pas produire d'énergie, parce que cette phrase, produire de l'énergie, sous-entend que vous pouvez en créer à partir de rien. Et non. Autre chose qu'implique ce que nous savons sur l'énergie, il est impossible de consommer de l'énergie. Pour la même raison, elle se conserve. Quand vous mettez 1 litre de pétrole dans votre voiture, vous roulez, l'énergie qui était contenue dans le pétrole, sous une forme très concentrée, dans 1 kg de pétrole, il y a 7 kWh, c'est beaucoup. C'est 7 bons repas en termes d'énergie. 1 litre de pétrole, vous roulez, ça fait de l'énergie mécanique, vous allumez vos phares, ça fait de l'énergie lumineuse, électrique. Ça chauffe la route, vous chauffez l'air. Voilà. Vous faites le bilan. À la fin, après avoir fait un voyage qui a vidé le réservoir, vous avez autant d'énergie qu'au départ. Donc vous n'en avez pas consommé. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez dégradé la qualité de l'énergie qui était concentrée, qui n'est plus. Donc ce que vous avez fait en termes de physique, c'est que vous avez créé de l'entropie. On ne consomme pas de l'énergie, on crée de l'entropie. Et quand vous avez cette image dans la tête, la question générale de l'énergie, quand vous la couplez à la question du réchauffement climatique, devient une question énorme. Énorme. Et on arrive à la rendre moins grave en usant de stratagèmes langagiers. On parle d'énergie renouvelable. Mais non, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Ce qui est renouvelable, c'est la source, c'est le mécanisme physique dont on extrait de l'énergie. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Mais pas l'énergie. L'énergie elle-même n'est pas renouvelable. Une fois que vous avez créé de l'entropie, vous avez créé de l'entropie. Ça ne reviendra pas au état initial. Et par des petits jeux de langage comme ça, on arrive à faire croire que la solution est facilement trouvable ou gérable. En fait, non. En fait, non. On vit, et l'idée de progrès d'ailleurs, elle a bénéficié des énergies fossiles. Enfin, on voit bien que sans les machines à vapeur et sans le pétrole, ou le charbon même à une époque, on ne parlerait pas du progrès comme on en a parlé depuis. C'est-à-dire que est venue au secours d'une idée philosophique, une ressource minière, on pourrait dire, qui a rendu beaucoup de choses possibles. Autre question, autre intervention? À part celle de Fabrice. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je prends le débat un peu en cours de route. Je ne suis pas arrivé au tout début, donc déjà vous avez peut-être répondu un peu à cette question. Je voulais faire juste une remarque sur ce que vous venez de dire, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un débat sur l'énergie nucléaire, et j'ai appris que politiquement, en France, on avait tendance à dire que c'était une énergie primaire. C'est-à-dire qu'en gros, elle était là, et enfin bon, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais que... Fossile. Oui, voilà. Fossile. Oui. Ouais. Et bon, il disait que déjà, il y avait un problème de langage et d'explication dans le terme, et qu'il y avait quelque chose de très politique là-dedans, pour essayer de faire croire que le nucléaire, en gros, c'est là tout le temps aussi, enfin, pour oublier la question de l'uranium, en fait. Et première petite remarque, parce que ça m'a fait penser à ça. Et deuxième chose, une question assez générale et qui est un peu dans l'air du temps, et je ne suis pas non plus complètement au fait de cette question. Qu'est-ce que vous pensez des théories de l'effondrement ? Vous parlez de celle du Club de Rome, par exemple. Je parle des deux personnes qui ont écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Penser l'effondrement. Je pense que ça rejoint celle du club dont vous parlez. Alors, je ne connais pas ce livre. Par contre, le Club de Rome a écrit son premier rapport en 1970, prévoyant l'effondrement. C'est la première fois qu'on utilisait des ordinateurs pour coupler des phénomènes dont on pouvait décrire à partir de lois très macroscopiques l'évolution. Et donc les gens avaient utilisé des ordinateurs pour coupler des informations qui venaient par exemple de la consommation de ressources en énergie, avec les histoires de pollution, etc., d'alimentation, de surface agricole. Et en croisant les courbes et en les combinant, ils aboutissaient, quel que soit le scénario envisagé, à un effondrement à plus ou moins long terme. Avec des ordinateurs qui, par rapport à ceux d'aujourd'hui, étaient rudimentaires. Et puis il y a quelques années, il y a 3 ans, ils ont refait la même étude avec des ordinateurs évidemment beaucoup plus puissants et des bases de données beaucoup plus grandes. Et ils prévoient là encore un effondrement, même si on peut discuter de la date à laquelle il va se produire.
Ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas très bien comment 12 milliards d'êtres humains pourraient vivre avec l'énergie que consomme, entre guillemets, un Français moyen. Voilà. Ça me paraît impossible, quelles que soient les méthodes qu'on utilise. Et donc, il va y avoir des disparités et peut-être un effondrement. Des gens qui vont beaucoup consommer, des gens qui vont très peu consommer, ce qui pourrait induire soit un effondrement démographique, soit une fracture dans l'humanité. Ça, c'est possible. Je ne vois pas un monde avec 12 milliards de personnes vivant dans des conditions analogues à celles d'un Français moyen. Ça, je ne vois pas quel scénario pourrait l'étayer, à moins d'une découverte complètement inopinée. Et même avec l'hydrogène? Mais l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur. C'est l'équivalent du courant électrique. L'hydrogène a été à un moment vendu comme une nouvelle source d'énergie. Mais je vous rappelle, une petite précision, c'est que l'hydrogène dont on parle là, c'est l'hydrogène moléculaire, H2. Or, vous avez peut-être remarqué que l'hydrogène moléculaire n'existe pas. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc il faut le fabriquer. Pour le fabriquer, il faut faire de l'électrolyse, ça coûte de l'énergie. Enfin bref, c'est pas une ressource, c'est un vecteur. Bon. Donc c'est un moyen de stocker l'énergie, peut-être de la transporter, peut-être de l'utiliser. Non, parce qu'on parlait de la. Mais c'est pas une énergie primaire. Il a été question à un moment donné, mais peut-être que c'est de l'ordre du science-fictionnel ou du détournement ou de la pile à hydrogène, de ce genre de dispositif qui permettrait qu'on a. Ah oui, moi j'ai rien contre, hein, mais il faut donc mettre du courant dans la flotte. Une anode, une cathode, ça fait de l'hydrogène. Ouais. Il vient d'où le courant? C'est comme la voiture électrique. Hein. Moi, je suis pour, ça pollue pas, etc. Mais il faut quand même charger les batteries. Alors, si vous chargez les batteries avec du courant qui a été fabriqué par une usine, une centrale thermique, dans laquelle vous avez brûlé du pétrole, du gaz ou du charbon, bah, en fait, vous roulez au pétrole. Donc est-ce qu'il vaut mieux mettre le pétrole dans un moteur thermique ou dans une centrale thermique qui va faire du courant, vous allez mettre dans la batterie? Ça se discute. Donc vous êtes en train de nous dire en fait que la voiture électrique c'est un fantasme, par exemple? Non, ça existe. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut penser l'intégralité de la chaîne. Oui, mais ça ne pollue pas aux endroits où ça roule, mais il faut quand même produire quelque part ailleurs que les endroits où ça roule l'électricité qui fait que ça roule. Voilà. Alors, je vous réponds sur le nucléaire parce que monsieur m'a posé la question. Bon, l'uranium, qui est en gros l'isotope fissile qu'on utilise dans beaucoup de centrales nucléaires, il est abondant. Il n'y a pas énormément de réacteurs dans le monde. Donc, quand on regarde les réserves, on voit qu'il y a de quoi l'utiliser pendant une centaine d'années. Donc, il est fossile, on pourrait dire. Et un jour, il n'y en aura plus. D'autant plus que l'isotope qu'on utilise, c'est le 235, qui est 140 fois moins présent que le 238 dans les mines d'uranium. Alors, ça fait longtemps que les gens sont conscients de cela. Et donc, ils ont envisagé des réacteurs dans lesquels les neutrons qui provoquent la fission sont plus énergétiques que les neutrons lents des centrales actuelles. Et dans ce cas, on peut imaginer des réacteurs qui sont déjà dessinés, dans lesquels on va faire fissionner non pas le 235, mais le 238, après qu'il ait capturé un neutron, devienne du plutonium. C'est les super réacteurs, c'est ça? Oui. C'est ce qu'on appelle la génération 4. Oui. Et donc on a des moyens d'envisager des réserves en isotope fissile beaucoup plus grands que ceux qui sont simplement liés au 235. Pour ça, il faut prendre des décisions, il faut construire ces réacteurs, il faut incinérer les déchets grâce à des spectres de neutrons qui permettent de le faire. Et donc le statut de l'uranium, si vous voulez, il n'est pas fixé, il dépend de la technologie par laquelle on brûle, quoi. Je crois qu'on aura le temps d'une dernière question, puisque... Je me lance une question. Donc, je crois que c'était madame, oui, peut-être naïve, en tout cas j'ai du mal à penser l'idée de progrès, comme vous la présentiez tout à l'heure, comme un projet collectif de société, de quel sacrifice individuel je fais pour un collectif futur. Et en même temps, ce que j'observe aujourd'hui, c'est presque, pour se recréer une idée de progrès, elle se fait quasiment à l'échelle individuelle ou de petits ensembles, de petites communautés, quand on pense son rapport à l'alimentation, à la terre, à la santé. Et finalement, comme s'il fallait aujourd'hui quitter le collectif
et recréer de l'individuel pour se réinventer un progrès ou même un avenir désirable et crédible. Et j'ai beaucoup de mal à penser cette relation au collectif, au monde, parce qu'il non seulement il n'offre rien, mais il a concrètement des effets aussi néfastes. Donc sans vouloir couper, comment rester un peu dans le mouvement? Oui, j'entends bien votre remarque, hein, mais moi je pense que pour le coup, c'est bien un sujet sur lequel il ne faut rien céder. C'est-à-dire que les philosophes des Lumières, ils parlent du genre humain. Voilà. Et si on commence à déconnecter l'idée de progrès du genre humain, avec toute la prudence qui s'impose, à mon avis, on va vers une segmentation et des trajectoires individuelles qui peuvent être absolument glorifiques. Là, je vous rejoins. Chacun comprend que grâce à la technologie et grâce à des moyens qu'il peut acquérir, alors il peut avoir une vie bien meilleure que toutes celles qu'ont vécu nos ancêtres. Et donc le progrès individuel, comme vous dites, à l'échelle individuelle, il est parfaitement possible. Et d'ailleurs, personne n'a jamais renoncé à cette idée. Mais je crois que l'idée de progrès, pour avoir un vrai sens, doit faire appel au collectif. Et on doit se sentir solidaire par cette idée de ce qu'il advient de ceux qui ne sont pas dans la même situation. Évidemment, il y a beaucoup de choses à repenser parce que, par exemple, au XIXe siècle, si vous lisez les discours de Jules Ferry, non pas à propos de l'éducation, mais à propos de la colonisation, il dit, finalement, l'idée de progrès, elle doit diffuser spatialement et temporellement, et si elle ne fait pas suffisamment vite, on va l'aider. Comment on va l'aider? En colonisant. L'idée, c'était quand même de bénéficier au genre humain, même si on peut trouver évidemment à cela toutes sortes de défauts et de critiques possibles. C'était cette idée-là. Aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui donnent à l'idée de progrès, je l'ai dit tout à l'heure, l'occasion d'une rédemption. C'est en gros le discours transhumaniste. Et ce qui vous est promis là, c'est alors là, pour le coup, un salut terrestre. On vous promet que grâce à la technologie, vous allez être débarrassé de tous les soucis qui sont liés à la matérialité du corps. Vous allez devenir un cyborg ou à quelqu'un dont le génome sera corrigé, l'homme augmenté, etc. On réactive l'idée d'un bonheur, mais vous voyez bien que ce bonheur-là, s'il est possible, à qui va-t-il être réservé? Mais pas grand monde. Et donc la grande question, c'est si un jour adviennent des post-humains, et si on prend les post-humains dans un sens faible, il y en a déjà. Il y a déjà des gens qui sont sortis, disons, de la condition humaine ordinaire, qui ont un rapport à la maladie, à la santé, qui ont accès à des soins incroyables, qui va rendre pour eux la mort très difficile à venir. Est-ce que ces gens-là diront d'autres personnes qui sont dans des conditions de vie complètement différentes, nous sommes des post-humains, mais rien de ce qu'il advient à ces humains ne nous est étranger? Ou est-ce qu'ils vont dire, nous sommes des post-humains, et ce qu'il advient de ces humains retardés, de ces homo sapiens, nous est indifférent? C'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce que, alors que nous restons une seule espèce humaine, est-ce que nous allons conserver la règle humaniste par laquelle nous nous sentons solidaires, au moins en théorie, de tous ceux qui sont dans la même espèce? C'est ça la question. Ou est-ce qu'on va vers un splitting de l'espèce avec des parois de verre qui sont telles que on ne se sentira pas solidaire de ceux qui n'ont pas le même destin que nous ou la même chance que nous? Et moi, je pense que, justement, ce qui crée la tension d'aujourd'hui, c'est que, moi j'en discute beaucoup avec mes étudiants. Mes étudiants, ils sont favorisés, ils ont un beau diplôme, etc. Ils savent qu'ils ont, ils ont de la chance, et ils sont absolument certains, pratiquement certains, disons, d'avoir une vie très belle. Mais il y a quelque chose qui les gêne. Quelque chose qui les gêne, qui les rend mal à l'aise. Voilà. Du coup, ils s'engagent beaucoup dans des associations humanitaires, etc. Il y a quelque chose qui les rend mal à l'aise. Pour le dire en une phrase, c'est ce que je disais tout à l'heure, il peut faire moins 10 à Paris, et vous voyez la nuit des gens dormir au pied d'immeubles cossus. C'est ça qui fait le truc, qui fait qu'on ne peut plus parler de
bonheur ou de progrès autrement que de façon individuelle. Mais à ce moment-là, le mot progrès n'est pas nécessaire. Il suffit de garder épanouissement. Épanouissement, ça suffit. Donc l'épanouissement individuel, il est parfaitement possible. Mais ce n'est pas lui qui fait le progrès. Bien, merci. On vous écouterait pendant des heures encore. Non, moi je suis tellement mort que je ne pourrais pas. Mais on voit bien aussi que, du coup, en vous écoutant, que l'idée de progrès est peut-être plus du côté des philosophes que des scientifiques, peut-être aujourd'hui, peut-être maintenant. Ou non, justement, ou des philophysiciens. Non, c'est pas une catégorie de gens de dire ce que doit devenir notre société. C'est pas aux scientifiques. Ou des philophysiciens. Le rapport Villani le dit très bien. Les scientifiques sont capables de dire ce qu'ils font. Ils sont capables de dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils font. Ils sont capables de dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils savent. Mais c'est pas à eux de configurer la société du futur. Aux artistes, peut-être.